Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct. Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 27 mai 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous reviendrons évidemment sur les élections européennes. On essaiera d'analyser les résultats avec Max Valentin Robert de Sciences Politiques Grenoble et Alexandre Guigues, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Nous parlerons des assises de Boula-Maurienne et pour notre partie sport, du football féminin, du handball et du rugby. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour l'écriture de ce journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors je disais dans le sommaire d'Accès Direct, on va aussi forcément revenir sur les élections européennes pour ce journal. Dans le journal, effectivement, on verra un reportage avec les réactions. On essaiera de décrypter ces résultats des élections européennes qui vont placer la République en marche, en tête dans les deux départements. On verra aussi la surprise Europe Écologie et puis au milieu le Rassemblement National. On verra tout ça dans le journal tout à l'heure. Et puis Chambéry a remporté la Coupe de France de handball du côté de Paris. C'était la fête du côté ce samedi. Dans les rues de Chambéry. Une fête que tu as suivie, Sébastien, tu as suivi le déplacement à Paris. On a pu le voir en live sur la page Facebook de 8 Mont-Blanc. On reviendra évidemment sur cette victoire en finale de la Coupe de France des joueurs de Chambéry. Et puis on suivra aussi leur retour du côté de Chambéry, place Curial, avec une belle fête qu'a suivi Alex Boucher. Merci beaucoup Victoria, exceptionnellement pas de revue de presse ce soir. À tout à l'heure. Allez, on commence cette émission avec notre première rubrique dans l'actu. Je vous en prie. Max Alain Robert, bonjour. Max Valentin, pardon. Vous êtes donc doctorant en sciences politiques du côté de Sciences Po Grenoble. Alexandre Guigues, vous êtes maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Messieurs, alors avant de converser, je vais rappeler rapidement les résultats nationaux. Donc, le Rassemblement national qui arrive en tête avec 23,31% des suffrages. Deuxième, La République en marche avec 22,41%. L'Europe Écologie Les Verts est troisième avec 13,47%. Et quatrième place pour les Républicains, pour l'Union de la droite, qui arrive avec seulement 8,5%. Une première analyse toute simple. Que vous inspirent ces résultats déjà d'un point de vue national ? Alors d'un point de vue national, on a une confirmation quand même de l'effondrement des partis politiques traditionnels. Emmanuel Macron avait réussi à affaiblir fortement le Parti socialiste. Il ne représente pas bien lourd dans ses résultats, même s'il envoie des eurodéputés au Parlement européen. Mais cette fois-ci, la grande nouvelle, c'est quand même l'effondrement de la droite, puisque le parti Les Républicains fait quand même un score qui est très très faible, beaucoup plus faible que lors des précédents scrutins. Max Valentin ? Alors, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Effectivement, on a l'impression que ces européennes sont d'une certaine manière une nouvelle répercussion de la secousse de la présidentielle de 2017. Or, pour rappel, lors des précédentes européennes en 2014, on estimait que le Parti socialiste avait obtenu un mauvais score avec environ un peu plus de 13% des voix. Et à l'époque, ça avait été considéré comme un mauvais résultat par le PS au pouvoir. Aujourd'hui, on estime que le PS sauve les meubles en réussissant à passer au-dessus du seuil des 5%, en ayant 6%. Donc en soi, c'est révélateur d'un changement de perception qu'on a vis-à-vis des deux anciens poids lourds du système politique français, à savoir le PS avant et l'UMP-LR actuellement. Et effectivement, là où je rejoins également ce qui a été dit précédemment, dans le sens où lorsqu'on compare le score obtenu par Fillon à la présidentielle, soit 19%, et le score obtenu par la liste Bellamy au niveau national, soit 8%, on voit aussi une dynamique d'affaissement qui se prolonge. Alors, chez nous, la tendance est un petit peu différente. On va commencer par la Haute-Savoie, donc avec la liste de Nathalie Loiseau qui arrive en tête. Vu les résultats des présidentielles et des législatives en 2017, on a le sentiment que ce résultat est logique ici de voir La République en marche en Haute-Savoie arriver en première place. Ce n'est pas complètement illogique, mais on note quand même aussi un effondrement des Républicains. La Haute-Savoie et la Savoie font partie des départements qui habituellement accordent beaucoup de soutien et de voix aux Républicains. Ce n'est pas complètement une surprise. Ce qu'on note, c'est la poussée de LV. Le parti Europe Écologie Les Verts qui fait un très très bon score, encore plus qu'au niveau national, largement en Haute-Savoie et en Savoie, ce qui conforte un mouvement que l'on note à travers toute l'Europe, un petit peu en faveur des Verts. Max Valentin, est-ce que selon vous, toutes ces problématiques liées à la pollution dans la vallée de l'Arve, dans la vallée du Mont-Blanc, le report modal, le Lyon-Turin, ça a joué en faveur de la liste de Yannick Jadot ? Alors il y a certainement des facteurs proprement locaux qui ont influencé ces très bons résultats pour ELV en Savoie et en Haute-Savoie, mais j'ajouterai également des facteurs plus globaux, plus nationaux. Il y a eu la marche pour le climat qui a mobilisé les marches pour le climat successives qui ont mobilisé beaucoup de gens, notamment dans les populations juvéniles.
Et il y a des facteurs un peu plus contextuels au niveau de la structuration de l'offre partisane. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, par exemple, dans plusieurs villes comme Thonon-les-Bains, Annecy, Annemasse, au premier tour de la présidentielle de 2017, il y avait un très fort vote en faveur du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Et ce qu'on sait au niveau des enquêtes d'opinion, c'est que 20% des électeurs de ce candidat au premier tour de la présidentielle de 2017 ont choisi, lors de ces européennes, d'aller vers ELV. Et on pense qu'il y a pu y avoir un effet, entre guillemets, de vase communicant, c'est-à-dire que d'anciens électeurs de Mélenchon de la présidentielle ont certainement alimenté le vote ELV localement. Le Rassemblement national qui arrive donc troisième en Haute-Savoie, avec néanmoins 5 points de moins que le score national, c'est somme toute assez logique ici, selon vous? Oui, c'est possible, on peut l'analyser comme ça. Le Rassemblement national crie victoire depuis hier. On peut y voir un certain effet logique de l'implantation de La République En Marche, qui a bien marché en Haute-Savoie et en Savoie, quand on voit le score que La République En Marche fait par rapport aux Républicains et au Parti socialiste. Il faut bien noter aussi que La République En Marche et le Rassemblement national vont envoyer à peu près le même nombre d'eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles. Donc il faut bien expliquer aux électeurs que celui qui est arrivé en tête, il n'y a pas vraiment de prime au vainqueur, puisqu'ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Vous l'avez signalé dans nos départements, la différence est plus sensible en Haute-Savoie qu'en Savoie, mais peu importe finalement celui qui arrive en tête, les conséquences sur le scrutin, comme c'est un scrutin à la représentation proportionnelle, sont assez identiques sur le nombre de députés européens qui sont envoyés au Parlement. Comment expliquer ce résultat, on peut dire catastrophique, de l'Union de la droite, notamment ici chez nous, en Haute-Savoie? On se souvient des résultats historiques de Nicolas Sarkozy en 2007, 10,56% pour la liste de François-Xavier Bellamy en Haute-Savoie. Alors, on peut expliquer de différentes manières. Déjà, lorsqu'on regarde dans d'autres régions de France, je pense notamment à certaines localités parisiennes qui sont des fiefs historiques de la droite, on remarque un remplacement électoral des Républicains par La République En Marche. Par ailleurs, il ne faut pas oublier également l'influence de l'électorat retraité. C'est-à-dire qu'il y a un basculement du vote des personnes âgées qui jusque-là était un des électorats restés très fidèles au Parti Les Républicains. On constate un basculement de l'électorat senior vers La République En Marche. Autant de facteurs qui peuvent expliquer ce résultat décevant pour les Républicains. La plupart des responsables de la droite, que ce soit nationaux ou locaux, s'en sont presque tous pris à Emmanuel Macron pour expliquer leur score. C'est la bonne méthode selon vous? Ça va être compliqué, ils sont un petit peu aux abois. Il y a une réunion ce soir qui s'annonce très tendue. Je crois que sur ce plan-là, il est plus important pour Emmanuel Macron d'avoir réussi à affaiblir les Républicains que de finir juste en tête. Bien sûr, symboliquement, ça aurait été mieux de finir à nouveau devant Marine Le Pen, puisque les médias notamment, mais c'était un petit peu téléguidé par La République En Marche, ont voulu faire le match retour de la présidentielle. Mais j'y vois de manière sous-jacente une forme de victoire pour Emmanuel Macron, parce que maintenant, il a clarifié un petit peu l'arène politique. Il a en face de lui clairement Marine Le Pen et le Rassemblement national. Il a toujours pensé que ce serait plus facile de débattre avec elle qu'avec les partis traditionnels. Donc sur ce plan-là, il a plutôt réussi son coup. Sur les Républicains, il y a une lente recomposition qui va se mettre en place. Laurent Wauquiez l'a expliqué dès les résultats annoncés. Il prépare une offre politique pour les échéances nationales à venir. Il essaye de tourner la page des européennes, mais ce n'est pas sûr que tout le monde dans son parti ait déjà tourné la page. Loin de là. Concernant la Savoie, est-ce que vous attendiez à des résultats aussi bas pour la gauche? On sait que historiquement, la Savoie par rapport à la Haute-Savoie vote un petit peu plus traditionnellement à gauche. Là, Raphaël Glucksmann n'a récolté que 5,89% des suffrages en Savoie. On peut penser que ça a été aussi une conséquence de l'émiettement de l'offre partisane à gauche. On sait que la diversité de l'offre partisane a parfois découragé certains électeurs qui ne parvenaient pas à se décider sur quelle offre choisir, quel parti représentait le mieux leurs aspirations personnelles, etc. Et par ailleurs, on sait qu'environ 20% des électeurs ont choisi vraiment le dernier jour pour qui ils allaient voter. Donc autant d'éléments qui ont pu déstabiliser d'une certaine manière un électorat de gauche qui faisait face à une offre partisane relativement pléthorique. Beaucoup de candidats battus ont regretté que ces élections soient devenues un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron. C'était à prévoir?
Alors c'était à prévoir, oui, parce qu'on a tendance systématiquement en France, c'est le cas dans les autres pays, hein, on le voit en Italie avec Matteo Salvini qui a vraiment accaparé les débats, c'est pareil au Royaume-Uni autour du Brexit bien évidemment, mais en France on a l'habitude de ramener les questions à des questions de politique nationale et c'est vraiment vraiment dommage parce que les questions européennes… C'est peut-être ça l'ambiguïté de ce scrutin. Absolument, et ça a toujours été l'ambiguïté de ce scrutin. Pour le coup, je pense que les responsables politiques en sont responsables parce que c'était très claquant de dire aux électeurs on rejoue la présidentielle, c'est à nouveau le Rassemblement national contre Emmanuel Macron. C'est pas ça qui fait avancer la compréhension de ce qu'est l'Union européenne et de ce vers quoi elle pourrait aller, s'il faut la changer, s'il faut la réformer. C'est pas sûr non plus que les électeurs comprennent les tractations qui commencent maintenant pour la présidence de la Commission européenne, qui va être décisive pour les années à venir et sur le chemin que va suivre l'élection européenne. Pour ma part, en tant qu'observateur, je regrette profondément qu'on ne parle pas assez de ce que fait l'Union européenne et qu'on ramène toujours cela à un test national. Essayer d'évaluer où se retrouve Marine Le Pen 2 ans après le débat de l'entre-deux tours qu'elle a manqué. C'est vraiment dommage que l'occasion ne soit pas prise pour parler plus d'européenne. Il y a des efforts qui sont faits par certains médias et puis également par certains candidats qui profitent des élections européennes pour essayer de se montrer et faire avancer la cause européenne. Mais ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a une tendance constante à ramener les choses à nous, alors que finalement, les compétences de l'Union européenne, ce n'est pas la même chose que les compétences françaises. Et dans quelques semaines, eh bien, on sera passé aux prochaines échéances nationales qui interviendront dès l'année prochaine. Quelles peuvent être les conséquences directes de ces résultats, de ce scrutin, sur nos départements? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences directes? Sur les départements, en l'occurrence, je ne vois pas honnêtement de conséquences possibles au niveau des départements en soi. Par contre, je pense que ça peut avoir une influence au niveau de la structuration de l'offre partisane au niveau national. A été évoquée précédemment la question des conséquences de ces élections pour LR. LR fait face à une division idéologique en son sein depuis au moins les primaires de 2017, non seulement sur la question du conservatisme sociétal et du degré de libéralisme économique à adopter, mais également de manière un peu plus sous-jacente néanmoins sur la question du rapport à l'Union européenne. Choisir une ligne plutôt souverainiste ou plutôt fédéraliste. Et je pense qu'au-delà des facteurs proprement locaux, pour les deux départements concernés, on peut s'attendre peut-être plus à des répercussions au niveau national qui, par là même, peuvent avoir après des conséquences sur les investitures au niveau local ou sur l'assise de certains élus locaux. Un dernier mot pour terminer. Sur ce plan-là, au niveau local, on peut quand même craindre, bien sûr que la question est aussi nationale, mais que certaines personnalités politiques soient tentées de plus en plus, en voyant l'effondrement de leur parti traditionnel par le fait de rejoindre le Rassemblement national ou la République en marche. On l'a vu déjà dans les deux sens. Il y a d'anciens du PS, Thierry Mariani, par exemple. De la République. Je pensais évidemment notamment à Thierry Mariani qui a rejoint le Rassemblement national. Il y a une pression claire sur le personnel politique. Il y a une recomposition qui est en cours et elle est loin d'être achevée. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces commentaires, ces analyses. J'espère qu'on a réussi à être concis et clair. Merci en tout cas pour votre expertise. Merci à vous. On passe à notre rubrique initiative avec Laetitia Léonard et Florian Paris. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes tous les deux membres du collectif Mauriennisez-vous. Et votre collectif organise le 1er juin prochain les assises Debout la Maurienne. Quel est l'objectif de cette opération? Bonjour. Bonjour, vas-y. Une grosse opération pour la Maurienne, en fait, à but d'attractivité principalement. Parce qu'on a un déficit d'image quand on vous dit Maurienne, à quoi vous pensez? C'est loin? C'est où? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Et on a un cadre de vie exceptionnel qu'on aimerait partager et à but d'attractivité pour garder des habitants en attirant de nouveaux. Comment on peut expliquer cette mauvaise réputation, entre guillemets, de la Maurienne? Je pense qu'il y a des facteurs historiques, en fait, séculaires. De la grosse industrie, à une époque, plusieurs décennies en arrière, qui ont cultivé une image négative vue de l'extérieur. Ce territoire, même si c'est une sorte de vache nourricière, enfin de mère nourricière, pour maintenir des habitants sur le territoire et de l'emploi, il faut aussi de l'industrie productive. La voie de passage vers l'Italie, dans les deux sens, avec le trafic routier, ferroviaire, des grands travaux... c'est une relation un peu duale, ça a toujours amené des habitants de l'activité, de la richesse pour la Maurienne, mais être un territoire de grands chantiers ou en tout cas de passage de flux productifs, ça peut aussi être créateur de nuisances parfois, et c'est parfois l'image qu'on retient de ce territoire, même si aujourd'hui l'image a largement changé par rapport à ses infrastructures aujourd'hui.
Un mot sur ce collectif, Morianisez-vous. Qu'est-ce que c'est Morianisez-vous, aujourd'hui c'est un collectif alors qui grossit déjà, de citoyens engagés pour le développement de leur territoire. Ce que Laetitia disait, changer l'image de la vallée, la rendre plus positive, redorer le blason de la Maurienne, avec in fine, essayer de repeupler, si j'ose dire, de ramener de l'activité et des habitants pour ce territoire. Ce collectif, alors il puise ses racines en fait de l'association Maurienne TV, qui est l'association en fait, qui soutient la télévision locale de la Maurienne, qui est un partenaire entre autres de 8 Mont-Blanc, et qui depuis 10 ans, en fait, plus de 10 ans, fait de la vidéo, du montage, en tout cas soutient cette télé locale avec une visée positive. Depuis 2016, on a créé ce hashtag Morianisez-vous, qui est une marque en fait ambassadeur du territoire, citoyenne. Donc on a créé une deuxième étage à la fusée, la télévision locale, le hashtag Morianisez-vous qui est une marque territoriale. Samedi les assises et l'idée plus tard d'avoir d'autres projets de développement territorial. Alors quels sont selon vous les principaux atouts de ce territoire ? Une qualité de vie exceptionnelle, pas trop de densité, vraiment du patrimoine naturel, culturel, de l'emploi, beaucoup de postes à pourvoir. Tout ce qui est autour aussi, si on ne parle pas emploi, pour l'économie du tourisme, pour l'économie aussi de la silver économique, on y pense aussi. Tout ce qui est qualité de vie par rapport aux activités annexes après le travail, puisque dès qu'on sort du travail, on a un terrain de jeu exceptionnel pour tous les aspects culturels, sportifs, tout ce qu'il y a à faire autour. Donc ça, on aimerait vraiment le partager avec des témoignages. On a fait des vidéos crochet que vous allez pouvoir découvrir après, qu'on aimerait partager avec vous. Et puis témoigner de plus en plus large de toutes les actions positives qui se font dans les associations, dans les petites entreprises, et qui restent trop confidentielles alors qu'elles sont exemplaires et qu'elles pourraient être exportées et même attirer en fait, des gens. Pour en venir à cette journée du 1er juin, comment est-ce que cela va se passer très concrètement ? Très concrètement, déjà tout le monde est convié, sous réserve d'inscription en tout cas pour la partie de l'après-midi sur Internet. Vous allez sur www.morianisez-vous.fr et vous avez toutes les infos pour cette journée. L'idée, tout le monde arrive à 13h30. Sans vous dévoiler le programme dans le détail, il y aura une grosse partie de l'après-midi dédiée en fait à un parcours citoyen participatif avec pas mal de sujets qu'on a soulevés au sein de ce collectif. Avec des facteurs d'amélioration ou de changement d'image pour la Maurienne et auxquels les participants seront amenés en fait, à amener leur pierre à l'édifice, à déposer leurs projets et à donner leurs idées pour développer de nouveaux projets sur ces thématiques. Cet après-midi sera aussi ponctué par l'intervention de 3 conférenciers extérieurs et puis internes au territoire, qui sont Olivier Leclerc, président des Activateurs, qui est un réseau national lié à l'intrapreneuriat. Et Olivier va nous porter un discours sur l'intrapreneuriat ou comment faire bouger les lignes au sein d'organisations en interne. On aura aussi un témoignage de Ludovic Didier, qui est entraîneur de l'équipe de France de ski de boss, notamment de Périne-Lafont, qui est originaire d'Albier, en Maurienne, et qui lui va nous faire un discours sur le coaching, la motivation et comment essayer de développer des choses. Et une dernière conférencière, Myriam Tedesco, qui fait partie du collectif Les Crapauds Fous, collectif très connu à l'échelle nationale, qui lui aussi veut faire bouger les lignes, surtout sur des sujets environnementaux, écologiques et de prise de conscience des grands changements qui vont nous bouleverser et comment agir au quotidien, dès à présent. Et puis une partie festive aussi après pour que les gens échangent entre eux surtout et avec des artistes maurianais. Donc en première partie Rémi Trouillon qui a sorti 12 chansons sur le patrimoine naturel et culturel, la chanson de l'Opinel, la chanson de la Seine-Montvernier, et ainsi de suite. Et puis notre groupe Clash Mob qui tourne bien parmi chez nous. J'imagine que la population de la Maurienne elle est en demande de cette reconnaissance. En tout cas, c'est l'objectif qu'on veut faire porter. Aujourd'hui, on est 44 000 habitants sur 120 km de long, la plus longue vallée alpine, avec des gros enjeux démographiques demain, des gros chantiers aussi aujourd'hui. Comme Laetitia le disait, des centaines d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Aujourd'hui, si on veut vivre en Maurienne, alors ce n'est pas uniquement le cas de la Maurienne, c'est le cas des vallées alpines en général, en Savoie-Mont-Blanc ou ailleurs, c'est comment maintenir de la population des activités dans un contexte de changements très globaux qui nous impactent et sur lesquels on n'a pas forcément toujours un ancrage ou une attache pour changer les choses. Donc oui, il y a une demande de la part des Mauriennais, comment vivre dans ce territoire, continuer à vivre au pays, comme diraient les anciens. Et c'est tout l'objectif aussi de cette démarche d'impliquer plus largement la population. Merci beaucoup, merci à vous. Rendez-vous donc le 1er juin du côté de la Maurienne. Merci bien. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. On va passer tranquillement notre rubrique sport avec beaucoup de choses à voir ce soir. On débute bien évidemment avec le triomphe de Chambéry
en finale de la Coupe de France de handball. On en a parlé en début d'émission. C'était ce samedi soir du côté de l'Accor Hotel Arena à Paris. Les hommes d'Éric Maté qui ont largement battu Dunkerque sur le score de 31-21 devant de très nombreux supporters savoyards qui avaient fait le déplacement. Chambéry n'aura jamais tremblé durant ce match, menant du début à la fin. Le CSMBH s'offre ainsi sa première Coupe de France, confirmant ainsi sa superbe saison, puisque les Savoyards sont 3e de Division 1 à 2 matchs de la fin. La 5e tentative aura donc été la bonne, après 5 défaites de suite en finale pour les jaunes et noirs. On écoute quelques réactions. Ça aurait été dommage de s'arrêter si près parce qu'on a éliminé les gros, donc forcément en éliminant Nantes, Saint-Raph et Montpellier. Alors ça garantit rien pour la finale, mais on peut se dire que voilà, on l'a mérité, on a été la chercher cette finale et on a mis ce qu'il fallait pour aller la chercher. Donc voilà, c'est un truc de ouf, je sais plus où j'en étais, je perds mes mots, mais c'est incroyable. Oui, forcément je suis fier d'être capitaine de cette équipe et c'est pour ça que je voulais le brassard aussi. Voilà, il fallait prendre le relais de Benjamin Gilles qui avait fait un travail énorme, que j'ai pu vraiment apprécier en tant que capitaine et j'ai vraiment vu ce qu'il pouvait faire et je suis fier d'avoir connu et d'avoir eu Benjamin comme capitaine et ça me tenait à cœur de prendre le flambeau parce que c'est une équipe que j'aime bien, un club que j'aime et voilà, je voulais faire les choses bien, donc là ça se conclut par un titre. Tant mieux, ça aurait très bien pu ne pas se finir par un titre, mais j'aurais eu cette même fierté parce que voilà, c'est un groupe qui vit bien et qui est vraiment plaisant à côtoyer au jour le jour et c'est génial. Je voulais pas qu'on en fasse trop sur ce match-là. On a été irréprochable depuis le début de la saison. C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire avant le match. Et il y avait simplement à remettre les mêmes ingrédients sur cette rencontre-là, sans faire plus, et mettre la même envie qu'à chacun de nos matchs. Ils ont fait preuve d'une sérénité et ils ont déployé un jeu. Je ne sais pas si c'est la Coupe de France qui fait ça, mais contre Montpellier, c'était un des meilleurs matchs de notre saison. Là, on en refait à nouveau un beau. Ouais, je suis assez fier du jeu déployé. Voilà pour cette équipe de Chambéry. On passe en rugby, puisque Rumi a réussi son pari 11 ans après sa descente en Fédéral 2. Le club au Savoyard remonte en Fédéral 1 après son succès 26-8 ce dimanche en quart de finale retour contre Fréjus Saint-Raphaël dans un stade des Grands Jets des Grands Jours. Défait d'un seul point au match aller, les Rumiens ont maîtrisé la rencontre en s'appuyant notamment sur une grosse défense et un essai marqué en début de match par Moussaoui. Les Rouges et Noirs sont donc qualifiés pour les demi-finales où ils affronteront Château-Renard pour une place en finale. Je vous propose d'écouter la joie des Rumiens après le match. Cette année, c'était l'objectif, le président l'avait affiché. On a travaillé tout au long de la saison avec un groupe formidable, solidaire. Il y a eu des hauts, des bas. Et voilà, on a été présents pour les phases finales. Et étant premier, on a joué le deuxième match à domicile devant un public énorme. Voilà, on a gardé les pieds sur terre, on a travaillé pour et on a concrétisé tout ça sur le terrain. C'est que du bonheur. Fierté, de l'émotion, de l'accomplissement. L'accomplissement, voilà, c'est que tout ce qu'on a mis, tous les ingrédients qu'on a mis toute la saison, ils ont payé aujourd'hui. Mine de rien, voilà, 26-8, un essai à la dernière minute, mais on a dominé quoi. Tout le match, tout ce qu'on a récité, tout le travail, tous les sacrifices que tous les joueurs ont fait, ils ont payé aujourd'hui. Voilà, la récompense elle est là, avec tout le monde. On va parler football à présent avec Serge Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de Croix de Savoie en billet féminin. J'imagine que vous êtes un président heureux ce soir. Oui, bien sûr. On finit une saison, une deuxième saison en Division 2 féminine, une saison plus sereine. Donc oui, on respire un peu plus. Votre équipe s'est donc brillamment maintenue cette saison donc en Division 2 féminine. Très sincèrement, est-ce que vous vous attendiez à une telle saison quand on se rappelle les difficultés de la première saison ? Non, pas vraiment, mais on avait beaucoup plus de temps pour se préparer, parce que c'était la saison dernière était une année d'accession, donc qui résultait de barrages, donc qui finissait très tard dans la saison, au mois de juin, qui laissait peu de temps. Et puis le fait qu'on se soit maintenu, je dirais la première année à la 9e place, nous a permis, oui, de préparer plus sereinement la saison. Donc il y avait tout autant d'engagement, mais il y avait beaucoup plus de sérénité. Et puis le groupe a eu le temps de se mettre un peu plus à l'abri, puisque la première saison, on avait un point, le 2 décembre, pour finir cette saison 6e, oui, qui est un bel accomplissement. Vous avez pris le temps de digérer cette montée en Division 2 ?
On avait pris le temps de digérer, on n'a pas vraiment le temps de digérer, mais on a un peu plus de temps de préparation. Voilà. L'engagement est tout aussi important, le sérieux doit être tout aussi important, mais oui, on avait l'avantage d'avoir connu une première année et puis de renforcer aussi l'équipe. Alors pour cette saison 2018-2019, le bilan est donc le suivant. Cinquième du classement. On est sixième. Ouais. 38 points, 12 victoires, 2 nuls, 10 défaites, 34 buts marqués, 35 buts encaissés. Vous avez notamment fini la saison avant la dernière journée avec une série de 7 victoires consécutives. Ça aussi, c'est ce qui a fait, poussé votre équipe vers la bonne dynamique. Oui. Bon, le groupe s'est finalement complété, on va dire, au mois de septembre, donc après la pré-saison, et puis a eu une bonne dynamique jusqu'en novembre. Après, on avait pas mal de sélectionnés en équipe nationale, que ce soit le Cameroun, que ce soit l'Algérie. Et le groupe, finalement, a commencé à faire sa pré-saison sur la première partie de saison et donc trouver toute sa puissance sur la deuxième partie, ce qui explique, je dirais, les 7 victoires consécutives qui nous ont fait du bien au niveau points et puis à la tête. Ouais. Un mot justement sur ce groupe. Vos joueuses, elles ont de véritables qualités morales, physiques. C'est quoi l'ADN de cette équipe ? Du sérieux, de l'expérience, de l'engagement, de la qualité aussi. On a aussi la chance, et c'était un petit peu cette année, d'avoir pu renforcer avec des joueuses qui avaient un esprit comme nos joueuses savoyardes, qui ont été franchement héroïques la première année. On a pu compléter ça avec des joueuses étrangères qui ont su adopter l'état d'esprit qu'on souhaitait. Alors il y a toujours une sauce. Il faut que la sauce prenne, que la mayonnaise prenne. Et effectivement, si peut-être on avait pu avoir les quelques étrangères qu'on avait, puisqu'on en avait 3, en tout début de saison et la pré-saison, peut-être qu'on aurait fait un meilleur résultat. Alors on saluera le travail évidemment de l'entraîneur, Dejan Belic. Est-ce que cette saison, cette très belle saison, elle vous donne des idées, des objectifs plus élevés pour la prochaine saison ? Oui, c'est clair, puisque sur la prochaine saison, on arrive à stabiliser le groupe, d'accord ? On a pour l'instant, vous pensez bien qu'on est dans les discussions là maintenant, mais il semblerait que pour l'instant on ait un seul départ d'une joueuse qui rejoint un club de division 1. Qui était une arrière latérale, Joss O'Rell, qui était américaine-mexicaine. Et donc je pense que fort de cette expérience, enfin de cette saison, la saison prochaine, nous pousse à vouloir finir à une bien meilleure place que la place qu'on a maintenant. Le bon comportement de votre équipe Fagnon, j'imagine que ça vous conforte dans le projet de ce club ? Oui, complètement. D'avoir une équipe locomotive qui performe ? Oui, c'est clair. Je dirais ça ponctue et ça augmente aussi l'attractivité du club. Ça ponctue un travail qui date de 40 ans et qui ne se fait pas uniquement dans l'élite, mais qui se fait aussi en termes d'école de foot, puisqu'on espère pouvoir récupérer cette saison le label or d'école de foot féminin. On est très présent aussi dans le foot en milieu scolaire, puisqu'on est présent dans les 2 lycées à Annemasse, d'accord, donc le lycée Jean Monnet et le lycée des Glières. On est présent sur aussi Saint-Julien et on était présent jusqu'à cette saison au collège Paul Langevin. Donc voilà, il y a pas mal de travail qui augmente cette attractivité du club et on se rend compte que oui, effectivement, on devient un pôle d'attention, on va dire. La Coupe du Monde féminine débute le 7 juin en France. Une victoire des Bleus en finale, ça pourrait avoir un effet bénéfique pour le développement, l'attractivité du football féminin et puis pour les clubs comme les vôtres. Bien sûr. Oui, ça aurait un effet, je dirais, au niveau des gamines, de pouvoir attirer beaucoup plus de gamines à la base, aussi avoir une attractivité au niveau des sponsors, parce que
Un club a besoin de sponsors, a besoin de financement, a besoin d'argent et pour pouvoir boucler les budgets. Et puis, le foot féminin est une plateforme qui est quand même assez rafraîchissante, tout au moins sur le foot. Avec en plus la chance ici en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir les demi-finales et la finale du côté de Lyon. Exactement, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Serge Garcia, bravo pour ce que vous faites. Merci. Vous passerez nos félicitations à vos joueuses. D'accord, je ne manquerai pas. À bientôt. À bientôt. Allez, Victoria est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 27 mai 2019. On fera le point, bien évidemment, sur les élections européennes de ce dimanche. Décryptage des résultats et réactions, on les verra dans ce journal au lendemain des élections européennes que nous avons suivies dans les préfectures de Savoie et Haute-Savoie. Et puis Chambéry a fêté ses héros ce dimanche. Ils ont remporté la Coupe de France. Sébastien, tu as suivi le déplacement des supporters. Nous reviendrons sur cette grande fête au retour des joueurs à Chambéry. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. Ne zappez pas, à tout de suite.